Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast In Some House. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et évidemment, on est encore en retard dans ce podcast parce que j'avais dit que ça sortait un mercredi sur deux. Sauf que au moment où je suis en train d'enregistrer ça, de filmer ça et tout, on est mercredi. D'accord, ce podcast, il est littéralement genre 16h30. Ce podcast est censé sortir ce matin. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, après, pour ceux qui me connaissent, donc, a.k.a. tous ceux qui regardent ce podcast. Et, vous savez que je suis jamais à l'heure, que, voilà. J'essaye, mais ça veut pas. Donc, bon. Anyway, je vous avais prévenu, il y a genre 2 semaines, que l'épisode d'aujourd'hui allait être un épisode un peu plus lourd que les autres, j'ai envie de dire, mais qui est un podcast, je pense, qui est très très important parce que je pense que beaucoup de gens peuvent se lier par rapport à ce que je vais dire et que je trouve qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Ou alors c'est vraiment, on va en parler, mais des cercles un peu fermés des réseaux sociaux, je vais dire dans le sens où on va parler de l'autodestruction et de se faire du mal volontairement. Et on va en parler, enfin, je trouve que les gens qui vont en parler, c'est les gens qui vont le subir, qui vont se faire eux-mêmes du mal volontairement. Et du coup, on va en entendre parler dans ces petits coins-là des réseaux sociaux qui en vont en parler, mais c'est toujours des comptes anonymes, par exemple sur Tumblr, etc. Comme je pense que vous pouvez connaître les plus connus, tout ce qui est le côté des troubles alimentaires sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a ce genre de catégories-là sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi ceux qui se font du mal volontairement. Moi, je vais parler de la scarification parce que c'est ce que j'ai vécu et ce que je peux parler. Je sais qu'il y a d'autres manières de se faire du mal volontairement, sauf que je n'ai pas vécu ça, donc je vais pas parler de choses que je ne connais pas, parce que je veux pas dire des choses qui peuvent offenser des gens ou dire des choses totalement fausses, parce que je connais pas enfin, j'ai pas vécu ça, donc je peux pas en parler. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui... Enfin, c'est pas un... C'est un épisode qui peut trigger certaines personnes, mais je pense qu'il est très important dans le sens où je vais le faire avec une approche un peu pédagogique, dans le sens où ceux qui ne l'ont jamais fait sur eux-mêmes, qui n'ont jamais eu à faire ce genre de choses sur eux-mêmes, donc se faire du mal volontairement, mais qui ont eu des proches qui l'ont fait, là ça va être votre moment de pouvoir comprendre pourquoi ces gens-là l'ont fait. Parce que c'est vrai que ça peut être encore quelque chose de cafouille, je sais même pas si c'est un vrai mot, désolée, mais qui peut être un peu encore troublant et dur à en parler pour les gens qui l'ont vécu ou qui le vivent encore, et que du coup leurs proches ne sont pas vraiment à l'aise à en parler avec eux et qui ne comprennent pas vraiment. Et c'est vrai que sur internet on va trouver de tout et n'importe quoi, c'est un peu compliqué, ça peut faire peur même quand on fait certaines recherches, donc je vais en parler d'une manière pédagogique et bienveillante. Donc j'espère que je vais dire les bonnes choses et que je vais offenser personne. De toute façon, si à quoi que ce soit, mes DM sont ouvertes et je suis ouverte à toute suggestion pour chaque épisode. Donc franchement, n'hésitez pas. Je voulais juste faire un petit disclaimer que si la personne qui écoute ou regarde cela est concernée, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il y a des lignes à appeler 24/24, 7 jours sur 7. Vous pouvez appeler le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Donc même si vous avez des idées de vous faire du mal volontairement sans avoir forcément envie d'en finir totalement, vous pouvez quand même appeler cette ligne. C'est pas forcément je vais me foutre en l'air dans la minute qui suit. Ça peut être juste j'ai un mal-être intérieur comme se faire du mal volontairement peut rentrer dedans. C'est gratuit, c'est anonyme, donc vous n'avez pas peur de vous dire votre nom, votre prénom et qu'il vienne toquer à votre porte ou appeler vos parents parce que c'est anonyme et c'est accessible vraiment 24h/24, du lundi au dimanche compris. Vous aurez au téléphone des personnes qui ont été formées, dont des infirmiers et des psychologues. D'accord? Et c'est gratuit. Donc franchement, n'hésitez pas à appeler, c'est le 3114. Donc là, je vais parler d'un sujet qui m'a touchée, comme je vous ai dit, parce que dans le sens où j'ai commencé la première fois à me faire du mal volontairement, je vais éviter de dire le mot parce qu'en fait, j'ai peur que ma vidéo soit supprimée. Ok, donc j'aurai un peu la flemme de faire tout ça et en plus d'être en retard pour faire une vidéo qui va être supprimée. Et voilà. Donc j'ai commencé, je pense que je devais avoir 11 ans à peu près parce que je venais de rentrer au collège.
Donc je crois que j'étais même pas encore au collège, je crois que je venais à peine de rentrer, je sais plus, mais bref, j'avais 11 ans. Et quand je l'ai fait la première fois, j'avais même pas conscience, déjà c'était ridicule, faudrait qu'un jour je fasse la story time, mais c'était... Comment je l'ai... En fait, c'était pas ridicule le fait de le faire, parce que ça relève d'un mal-être profond, etc. Et je vais le détailler plus tard. Mais c'est juste que, disclaimer, mais je l'ai fait avec un couteau à bourron. Genre ma soeur, ça n'a rien coupé. Ça a vraiment rien coupé du tout. Et ma soeur, elle est arrivée dans la pièce. Et honnêtement, je rigole de mes propres traumatismes. Je n'en rigolerai jamais de ceux des autres. Mais ma soeur, elle est arrivée dans la cuisine, elle dit « Mais tu fais quoi ?» Et j'étais en mode « Rien du tout, je fais la vaisselle. » Alors que je ne faisais jamais la vaisselle. Elle était en mode « Mais pas ce couteau-là, tu vas jamais te couper avec un couteau à bourron. » Franchement, c'était drôle. L'histoire était un peu drôle, parce que maintenant que j'ai guéri de tout ce mal-être, etc., je peux en rire de ce genre d'épisode-là. C'est pas drôle pour certaines personnes, et jamais je rigolerai de ça en général, parce que ça relève quand même d'un mal-être profond qu'un enfant de 11 ans essaye de se couper, c'est quand même... Ça relève d'un mal-être très profond. Mais d'y repenser, de me dire, ma soeur, quand même. En plus, je voulais pas mourir, donc j'avais peur parce que je savais pas comment couper, si j'allais mourir ou quoi, donc ça me faisait un petit peu peur, donc j'ai pris un couteau à bourron. Bref, moment un peu drôle de ma life. Presque personne ne le sait, mais en fait, j'ai découvert que ça avait un nom et que ça existait quand... La honte. Je lisais une fanfiction des One Direction. À l'époque, c'était sur Skyrock, sur Skyblog. Et je lisais et tout, et en gros, la meuf, elle s'est scarifiée, sauf que je comprenais pas ce que voulait dire ce mot-là. Et à l'époque, vu que j'avais que 11 ans, il y avait certains mots que je connaissais pas. Du coup, je faisais des copier-coller Google Images. Et là, je vois des photos de scarification. Et là, je me dis, mais c'est dingue, c'est ce que j'ai fait l'autre jour, donc ça a un nom. Et il y a des gens qui font vraiment ça. Genre, je pensais juste, c'était moi, j'étais un peu faux folle, j'ai voulu tenter une approche, et c'est comme ça que j'ai compris que ça avait un nom, que ça existait, que j'étais pas la seule à faire ce genre de choses, etc. Voilà, petit moment un petit peu gênant, parce que mon apprentissage d'une fanfiction des One Direction, why not, hein, c'est original. Du coup, dans ma tête d'enfant, j'avais seulement conscience qu'une douleur extérieure pouvait faire disparaître celle à l'intérieur. Donc pour moi, c'était clair, et du coup, j'ai fait ce genre de choses. On va te sortir tout un tas de choses qu'on m'a sorti parce que j'ai eu à peu près de mes 11 ans jusqu'à mes 21 ans et demi. J'ai fait ça, je crois. Ouais, jusqu'à mes 21 ans, donc ouais, 10 ans, waouh 10 ans, bon, il y avait des périodes où j'arrêtais, après je retombais, donc c'est des 10 ans, mais entrecoupés, quoi, parce que bon... le jeu de mots, pardon, il était peut-être pas bien placé, mais c'est pas fait exprès. Pardon. Mais bref. Et donc oui, à peu près 10 ans, et du coup, j'ai grandi avec ce mécanisme je vais pas dire d'autodéfense, mais ouais, ce mécanisme-là de quand il y a quelque chose qui va pas, je vais faire ça. Et donc ouais, pendant toute mon adolescence et début d'adulte, on m'a quand même sorti plusieurs stéréotypes, comme quoi j'étais une meuf qui voulait faire la meuf emo, j'étais en manque d'attention, c'est totalement immature. Après, on m'a sorti, oui, mais tu te rends compte, le jour où t'auras des enfants, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ou quand tu vas chercher du travail, comment tu vas faire? Et tout ce genre de choses. Mais ce que j'ai à vous dire, en fait, c'est que déjà, mes enfants, je leur dirai la vérité et que leur mère, elle arrive à un stade comme là, ce que je vais dire dans la vidéo, en fait, que parfois, il y a des gens qui souffrent tellement et qui ont une vie qui est vraiment dure, qui fait qu'ils tombent dans des mécanismes qui ne sont pas bons, mais pourtant, c'est les seuls qu'ils ont trouvés à cet instant T. Et au travail, sachez que j'ai un CDI, qu'on m'a jamais posé de questions sur mes cicatrices. Et ouais, que jamais, et pourtant je travaille depuis mes 15 ans. 15 ans, j'ai commencé à faire des jobs d'été et on m'a jamais posé des questions sur mes cicatrices. Donc je pense que pour le travail, c'est pas rédhibitoire, quoi. Sachez que toutes ces idées préconçues que les gens ont, ça peut être très dangereux. Parce que la victime, on lui reproche que c'est de sa faute si elle s'autodétruit, si elle se coupe, et on minimise la douleur de la personne en disant oui mais c'est immature, oui mais tu veux faire la meuf emo, oui mais, et on trouve des raisons qui sont toutes plus ridicules les unes que les autres, et on minimise la douleur de la principale victime. D'accord ? Ou alors les gens vont se permettre de dire ouais mais pourquoi tu fais ça ?
Parce que on va s'attendre que la personne, en étant agressive et en posant cette question de but en blanc, la personne, la victime, va te dire, j'ai vécu ça. Bah non, ça se passe pas comme ça. Et même si la personne, elle se sent de se confier à toi, il y a des manières de dire les choses et la personne te fait confiance pour lui dire ça. Si par la suite tu lui réponds, oh mais c'est rien, c'est pas grave, pourquoi tu fais ça quand même, ça minimise la douleur de la personne. Et il faut avoir tellement peu d'empathie pour dire à quelqu'un, oh mais c'est pas grave, quand on te dit la raison de pourquoi la personne se fait du mal. Parce qu'à quel moment tu peux mettre une échelle de ce qui est important ou pas important pour faire ce genre de choses. Je sais pas si vous vous rendez compte que pour un être humain, en arriver au point de s'ouvrir la peau en deux, d'en arriver là, c'est que la personne doit avoir tellement mal à l'intérieur pour avoir recours au fait de se faire du mal volontairement. Parce que ton cerveau, il va essayer de fuir la douleur et pas de se l'infliger. Donc, pour que ton cerveau se dise, ok, là, il va falloir s'infliger soi-même de la douleur pour oublier la douleur qu'on a à l'intérieur. Vous vous rendez compte de tout le cheminement que ton cerveau va faire pour en arriver à cette conclusion, c'est la dernière qui nous reste. Parce que ton cerveau va pas te donner ça en premier recours. En premier recours, tu vas essayer d'attraper l'attention des gens pour dire là ça va pas, j'ai mal à l'intérieur, je sais pas ce que je suis censée faire, j'aimerais avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui pourrait m'aider, mais personne n'est là pour t'aider, personne n'est là pour t'écouter, personne n'est là pour valider ce que tu ressens, etc. Et tu te sens seul, tu te sens perdu, tu sais pas quoi faire, t'es en détresse monumentale pour que ça soit ton dernier recours quand même. Pour se rendre compte de ça. Parce que c'est pas simplement l'idée de se pincer vite fait et c'est bon, c'est finito. Là, on parle du fait de s'ouvrir en deux quand même. Donc, la douleur est insupportable, tellement insupportable à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on a besoin d'oublier pour pouvoir fonctionner. On a besoin d'oublier la douleur à l'intérieur pour pouvoir fonctionner. Vous vous demandez sûrement pourquoi quelqu'un se ferait ça volontairement. Enfin, pourquoi en arriver là, je veux dire. Pourquoi ne pas directement se mettre à hurler et dire j'ai besoin d'aide maintenant et forcer quelqu'un à te donner de l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai deux petites théories qui m'ont toujours concernée moi-même. La première, c'est que comme je l'ai expliqué, c'est au tout début, c'est qu'une douleur efface une autre. Dans le sens où ton cerveau ne peut pas se focaliser sur deux douleurs qui sont immenses, etc. Donc quand tu souffres à l'intérieur tout le temps, H24, c'est que ton cerveau, il va pouvoir se déconnecter seulement s'il y a une autre douleur. Donc souvent, les gens vont se couper et se faire mal, s'ouvrir en deux, parce que ton cerveau, ça va être une douleur qui est... J'essayais un peu de voir, ça pourrait être comparé à quel autre genre de douleur pour les gens qui n'ont jamais connu ça. C'est un peu comme une comment ça s'appelle ? Une brûlure au second degré. Et après, bon, ça dépend évidemment de la profondeur de la coupure, etc. Mais entre guillemets, c'est ça. Donc, se couper et avoir une douleur aussi intense, ton cerveau et ton corps vont se focaliser sur la coupure. Ils vont se focaliser sur cette douleur-là. Ton corps va se focaliser sur le fait de stopper l'afflux de sang, de stopper tout ça. Bref, tout ton cerveau et ton corps vont être focalisés sur la coupure. Qu'au vu de la douleur de la coupure, votre cerveau va finir par se déconnecter parce que la douleur est trop forte. Comme quand vous faites, là on vous coupe littéralement la peau en deux jusqu'à avoir une cicatrice à vie. Donc c'est quand même que la coupure est très profonde. Ça va déconnecter votre cerveau. Donc en fait c'est un état un peu de dissociation et vous allez totalement déconnecter parce que la douleur est trop forte. Mais du coup vous déconnectez de la douleur physique et de la douleur que vous avez psychologiquement. De la douleur que vous avez à l'intérieur de vous, vous déconnectez aussi. Donc c'est pour ça que certaines personnes, elles deviennent complètement accros. Parce qu'on va dire tout le temps ce genre de personnes, et moi j'en faisais partie, je disais non mais j'ai le contrôle, j'arrête quand je veux, j'ai le contrôle. Sauf qu'en fait, tu l'as pas. Et tu t'en rends compte le jour où tu veux arrêter. Sauf que ton cerveau, si tout va bien, ça va, tranquille, tu peux arrêter. Même si c'est devenu une habitude, etc. Donc c'est un petit peu dur, mais ça va. C'est compliqué, mais ça va. Mais par contre, le jour où il y a quelque chose qui va pas, comment tu vas faire si t'as arrêté de faire ça? Parce que t'as toujours appris à avoir ce secours-là quand ça allait pas. Ce secours-là de pouvoir se déconnecter, de pouvoir respirer et sortir la tête de l'eau.
Parce que c'est comme si tu prenais une bouffée d'air frais. Parce que la douleur à l'intérieur, c'est pas comme une coupure où quand elle cicatrise, bon bah voilà, c'est finito. Mais la douleur à l'intérieur, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que tu la ressens. Tu n'as aucun moyen de t'en sortir. C'est comme si tu étais en train de te noyer et quand tu te coupais, c'était le seul moment où tu pouvais sortir la tête de l'eau et respirer. Donc, le problème c'est que quand tout va bien, ok, mais s'il y a un moment où vous remettez la tête dans l'eau et que votre seul moyen d'en sortir et que vous avez appris, c'était de vous couper, comment vous allez faire pour vous en sortir? Et c'est là que tu te rends compte que cette méthode-là, ne gratte pas mon canapé s'il te plaît. Pardon, je parlais à mon chat. C'est là que vous vous rendez compte que c'est devenu une addiction. Et c'est considéré par les professionnels de santé comme une addiction comme à l'alcool et à la drogue. Car votre cerveau va associer ça à un sentiment de bien-être. Parce que cette coupure que vous avez avec votre mal-être intérieur et ce moment de flottement que vous allez ressentir à cause du nombre de sang que vous allez perdre de la profondeur de la coupure, etc., ça va vous procurer de la dopamine. Donc, c'est aussi considéré par les professionnels de santé comme une addiction à la drogue, à l'alcool, etc. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont faire ça jusqu'à en perdre connaissance, dans le sens où ils vont se couper tellement profondément ou tellement de fois qu'ils vont perdre connaissance parce que à un moment donné, ton cerveau va s'adapter à la douleur et il va avoir une espèce de... je sais pas comment on dit, mais bref, il va s'adapter à la douleur, je sais plus comment on dit l'autre terme, que du coup, t'es obligé de couper plus profond ou de trouver des parties de ton corps où la peau est plus fine et que du coup, ça va faire plus mal parce que du coup, ton cerveau va moins vite se déconnecter, du coup, tu vas vouloir toujours plus, jusqu'au moment où, bah, au final, tu vas t'évanouir, perdre conscience à cause du sang perdu, etc. Jusqu'au moment où il y a des gens qui en meurent. Parce que je vous rappelle quand même que c'est quand même un acte très violent et très dangereux. Un seul faux pas ou quoi que ce soit, et on ne peut pas vous réanimer, on ne peut pas venir vous chercher à temps. Et c'est pour ça que je vous dis que je vous répète, le numéro, c'est le 3114, un numéro national de prévention du suicide, mais aussi du mal-être. Vous pouvez appeler le 3114 du lundi au dimanche compris, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je le répète. C'est anonyme, c'est gratuit. Vous pouvez parler à des infirmiers et à des psychologues. Donc si un jour il vous arrive de vous couper trop profondément, que c'est bizarre, que ça ne cicatrise pas aussi vite que d'habitude, qu'il y a quelque chose qui change, ou que même vous avez envie d'arrêter et vous appelez quelqu'un, vous pouvez appeler ce numéro-là. C'est gratuit et c'est anonyme. Ou que vous ressentez le besoin, appelez le 3114. Deuxième théorie, certaines personnes vont utiliser le fait de se faire du mal volontairement comme une façon de se punir. Parce que ça dépend du pourquoi, du comment, ça va pas psychologiquement. Mais parfois, c'est plus facile de se punir et de s'en vouloir et de se blâmer que de le faire à la personne concernée. Dans le sens où j'ai vécu des abus et des agressions. Et quand j'en ai commencé à en parler, etc., à faire des procédures, etc., on m'a toujours répété que la personne clamerait sûrement son innocence, que j'aurais sûrement jamais de réponse, et qu'il fallait que j'apprenne à me reconstruire et avancer en n'ayant aucune réponse du pourquoi, du comment j'ai vécu ça. Parce que je sais que souvent, et je ferai un podcast totalement sur ça, quand on est victime d'agression, on a souvent tendance à se dire pourquoi moi, genre pourquoi ça m'est arrivé à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi. Et c'est vrai que quand on me disait ça, alors que j'avais à peine 14 ans le jour où j'ai parlé à la police, quand on me répétait, va falloir que tu te répares et que tu avances sans avoir aucune réponse, c'était super compliqué. Parce que comment je suis censée faire à 14 ans ? Ensuite, par la suite, quand j'ai vécu une autre agression avec mon ex, alors que j'avais 19 ans, je me suis sentie coupable parce qu'avec tout ce que j'avais vécu en étant plus jeune, des agressions que j'avais vécues, revivre ça à 19 ans, je me suis sentie comme si c'était de ma faute et que j'aurais pu l'éviter. Donc c'est vrai que c'est plus facile de s'en vouloir soi-même parce que la personne en face de toi va nier totalement les faits
et te faire passer comme si t'étais folle. Elle va te donner 0 réponse. Et parfois, juste, tu oses pas confronter la personne en face. Tu oses pas aller voir la personne qui t'a agressé et dire « tu m'as agressé ». Parce que ça demande un pas énorme. Et ça, j'en parlerai totalement dans un podcast à part. Mais même si je prends une théorie différente, etc., parfois, par exemple, sur un cas de rupture, parce que c'est beaucoup plus soft que de parler d'agression. Quand tu t'es fait quitter par ton copain ou ta copine et que ça faisait des années que t'étais avec, des années que tu t'es construit avec la personne, ou même peu d'années, etc., mais que t'as recours à ça, pour X ou Y raison, peut-être que la rupture c'était la goutte d'eau qui a fait dépasser le vase, ou X ou Y, je sais pas. Parfois tu vas pas avoir de raison, ou par exemple ton partenaire t'a trompé, et ton partenaire ne veut pas te donner de réponse de pourquoi il t'a trompé. Parfois, c'est plus facile de se dire, c'est ma faute. C'est à cause de moi que ça s'est passé. Et du coup, tu vas vouloir te punir toi-même. Et je sais que moi, quand je le faisais, j'avais cette manière-là de vouloir me couper là où je voyais les mains de mes agresseurs et je coupais. C'était comme si je regagnais le contrôle que j'avais perdu, comme si j'effaçais leurs mains de mon corps et comme si en même temps, je me punissais d'avoir vécu ça. Donc il y a la catégorie où c'est parce que ça va t'aider à te déconnecter de ta douleur et la catégorie de c'est plus facile de se punir soi-même et de punir son corps que d'aller voir la personne en face et de réclamer des réponses alors que tu sais que tu n'en auras pas ou que tu n'auras pas des réponses suffisantes pour t'aider à avancer. Je vais vous donner des petits tips pour vous aider si vous êtes toujours en train de le faire ou que vous connaissez des gens qui le font. Comme ça, ça pourra vous aider. Alors, moi, c'est des tips que mes psys m'ont donné. Alors, vous avez le tips de vous prenez une feuille, n'importe quoi, et vous prenez un stylo et vous faites des ratures, ou soit un stylo, soit vous prenez la lame ou n'importe quoi avec quoi vous faites du mal et vous le faites sur la feuille. Mais vraiment, vous y allez à fond. Je sais que moi, le nombre de feuilles que j'ai déchirées en faisant des trucs trop forts ou quoi que ce soit, et ça peut aider aussi à se défouler, etc. Donc c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi dessiner par exemple des bras ou des jambes ou n'importe quelle partie du corps sur lequel vous faites du mal et faire des traits directement. Comme ça, vous visualisez la partie du corps et vous le faites. C'est peut-être plus centré que la feuille blanche vierge. Vous pouvez aussi porter un élastique à votre poignet et le claquer sur vous. Je sais que ça c'est une technique qui est très 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 connue. Donc c'est pas nouveau non plus. Et qui est fortement, comment je pourrais dire, je vais pas dire fortement apprécié parce que c'est pas forcément le terme, mais qui a quand même pas mal marché. Je sais que moi ça m'a aidé quand même pas mal de fois. Après vous avez aussi le fait de parler à quelqu'un, peut-être aussi, parce que tout ça doit être lié avec le fait de parler à quelqu'un. Par contre vous pouvez pas juste faire ça et ça va magicalement arrêter le fait que vous allez mal à l'intérieur de vous. Ça c'est juste pour trouver une nouvelle habitude. Après vous pouvez faire du sport, mais souvent faut pas en faire non plus à l'excès pour que ça devienne une nouvelle façon de vous faire du mal non plus, parce que peu importe ce que vous allez mettre à la place de ça, comme par exemple faire du sport, parce que ça on le propose énormément aussi, mais au final si vous allez pas parler à un psy, le problème c'est que vous allez continuer à faire quelque chose qui va vous autodétruire. Le sport va devenir une manière de vous autodétruire et vous allez faire genre 4 heures de sport par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est pas normal de faire 4 heures de sport par jour, 7 jours sur 7, ou 6 jours sur 7. Donc, ça sert à rien d'incorporer ces tips et ces nouvelles habitudes si vous ne parlez pas à un psy. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Faites-le. C'est toujours bien d'incorporer ça. Mais parlez à un psychologue, s'il vous plaît. Et ensuite, les inconvénients. Aussi, pourquoi pas en parler, hein, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Des inconvénients, et surtout dans les films, en plus, je trouve qu'on les films sur la prévention au suicide, la prévention sur le fait de se faire du mal, etc. On ne parle pas de ce après les coupures. Dans le sens où, quand ça va cicatriser, sachez que ça va démanger comme never. Je sais que moi, c'était horrible, je voulais me gratter. Mais en fait, quand tu te grattes, ça se réouvre et ça fait mal. Et surtout, quand t'es en public, tu peux pas forcément te gratter et que ça saigne partout.
Enfin, c'est pas possible quand t'es à l'école, quand t'es au travail, quand t'es en public. Tu peux pas faire ce genre de choses parce que ça va re-saigner et re-s'ouvrir. Et ça dépend de la profondeur de la coupure, ça peut vraiment saigner très très fort. Donc tu peux pas faire ça et juste tu dois subir. C'est comme avoir des boutons de moustiques partout et ça te gratte et tu peux pas arrêter. Il y a aussi le fait que la douche, ça brûle. D'accord ? La douche, ça pique comme never. D'accord ? Ça pique comme never. Un petit tips aussi. Si vous êtes toujours en train de faire ça, le temps d'arriver à arrêter, parce que j'en ai conscience, je peux pas juste vous donner ces tips en sachant que vous allez arrêter du jour au lendemain. C'est quand même dur. Je me crois pas au-dessus de tout en me disant que vous allez entendre ce podcast et vous allez arrêter de faire ce que vous faites. Enfin, si ce podcast peut aider, j'en serais plus que ravie. Mais juste un petit tips, c'est de nettoyer les lames avec lesquelles vous le faites et de vous désinfecter à chaque fois. Je sais que moi, quand j'étais dans ma chambre d'enfant et d'adolescente, j'avais dans ma table de nuit toujours un désinfectant et des compresses, des mouchoirs et que je nettoyais ma lame. Concrètement, flemme d'attraper des maladies totalement bêtement. Et c'est pas, je dis pas ça dans l'optique d'encourager ce que vous faites. Parce que je vais pas dire que je cautionne pas parce que je l'ai vécu, donc c'est complètement stupide de dire ça. Je comprends le pourquoi du comment les gens peuvent en arriver là. Évidemment que je souhaite plus que tout au monde que vous arrêtiez de faire ça. Mais j'ai conscience de la réalité de ce que c'est parce que j'ai vécu ça. Donc désinfectez-vous à chaque fois que vous vous coupez. Hello, je suis en train de faire le montage, donc là c'est vraiment après le montage, désolée pour la qualité du son. J'avais plus de stockage, donc j'ai pas pu terminer la vidéo. Mais voilà, donc je ferai sûrement un autre épisode si vous avez des questions ou des sujets par rapport au fait de se faire du mal, des sujets que j'ai survolés, que vous voulez que j'approfondisse ou quoi que ce soit. Mais voilà, sachez que vous pouvez appeler le 3114, que moi mes DM sont toujours ouverts et que je vous répondrai toujours. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Désolée, cet épisode sort en retard. Je suis vraiment désolée avec le travail, le stage, tout ça. C'est un peu compliqué. Mais voilà, bisous!